Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Math-moi ça sur le thème incontournable des fonctions en mathématiques. L'idée de cette vidéo est vraiment d'aborder les notions essentielles concernant les fonctions, ce qui nous permettra d'évoluer vers des sujets plus complexes dans d'autres vidéos. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter un jeu, je suis sûr que tout le monde y a déjà joué, qui concerne les présidents américains. La règle est simple, je vous donne un nom de président et vous devez me donner sa date de décès. C'est fun, non? Commençons avec George Washington, qui est, comme vous le savez, le premier président des États-Unis que l'on voit ici à gauche. Eh bien, vous me dites, bien sûr, que George Washington est mort en 1799. Continuons avec le classique Martin Van Buren, premier président à être né après la déclaration d'indépendance. Martin Van Buren, lui, est décédé en 1862. Très juste. Dernier exemple, Richard Nixon, premier président américain à avoir démissionné de sa fonction. Richard Nixon, plus contemporain, est mort en 1994. Alors, qu'est-ce que l'on a fait dans ce jeu? Eh bien, on avait tout un ensemble de présidents américains et on associe à chacun une date, et pas n'importe quelle date, sa date de décès. On va à présent prendre du recul et faire quelques remarques sur ce jeu. Concernant les présidents vivants, est-ce que je peux les intégrer à l'ensemble de présidents que l'on vient de voir? Eh bien, il faut se demander, est-ce qu'on peut leur associer une date de décès? La réponse c'est non. Alors attention, les présidents qui sont vivants aujourd'hui vont bien entendu mourir un jour, cependant à l'heure actuelle on ne peut pas leur assigner une date de décès car on ne la connaît pas encore. Donc dans la mesure où on ne peut pas faire le lien entre ces présidents et une date, on ne peut pas les intégrer à notre ensemble de présidents que l'on a vu tout à l'heure. Deuxième point, chaque président n'est associé qu'à une seule date. Alors ça paraît logique mais il faut le souligner. Prenons par exemple John Fitzgerald Kennedy, qui est mort assassiné en 1963. Pour ceux qui connaîtraient l'auteur, n'hésitez pas à lâcher le nom en commentaire sous la vidéo. Bon, eh bien, il serait totalement absurde de dire que Kennedy est aussi mort en 1948 et mort en 2001. Non, un président ne meurt qu'une seule fois et n'a donc qu'une seule date de décès. En revanche, une date, elle, peut être associée à plusieurs présidents. En effet, rien n'empêche deux présidents de mourir la même année. Et l'histoire nous l'a montré, nous avons par exemple John Adams et Thomas Jefferson qui sont morts tous les deux en 1826. Et pour ceux qui voudraient être pointilleux, l'histoire a fait qu'ils sont morts le même jour, à savoir le 4 juillet, qui est en plus le 50e anniversaire de la déclaration d'indépendance. Bon, eh bien, si vous avez compris ce jeu, vous avez compris en fait ce qu'est une fonction. Pour construire une fonction, on part de deux ensembles, que l'on va noter E et F, et qui sont a priori susceptibles de contenir tout type d'éléments. Ça veut dire qu'ils peuvent contenir des nombres, mais des mots, des noms, des couleurs, tout ce que vous voulez. Et votre fonction f, elle va associer chaque élément de E à un élément de f. On appelle généralement x l'élément de E et y l'élément de f. Et c'est votre fonction f qui fait le lien entre les deux. Prenons des exemples de fonctions. Vous pouvez avoir une fonction f qui, à chaque année, associe le nom du lycéen ayant eu la meilleure note au baccalauréat. Encore une autre, une fonction f qui, à chaque individu, associe son numéro de sécurité sociale. Une fonction f qui, à chaque jeu vidéo, associe le montant du budget qu'il a fallu mettre en place pour le réaliser. Ou dernier exemple, une fonction f qui, à chaque nombre réel, lui associe son double. Ce type de fonction est appelé fonction numérique, car les éléments de E et les éléments de f sont des nombres. Et comme vous vous en doutez, en mathématiques, on travaillera 99% du temps avec ce genre de fonction. C'est pour ça que nous allons rester sur les fonctions numériques. Alors gardons notre exemple de la fonction f qui à chaque nombre lui associe son double. Et regardons comment marchent les choses en pratique. Imaginons que dans notre ensemble E, nous ayons l'élément 3. Et bien 3 va être envoyé dans la boîte f. F va associer à 3 son double, autrement dit 6. Et donc nous allons retrouver 6 dans l'ensemble f. Ce qui vient de se passer, on le note ainsi. F, entre parenthèses 3, est égal à 6, que l'on lit f de 3 égale 6. Notons que ce qu'il y a entre parenthèses 3, c'est bien ce qui entre, entre guillemets, dans la fonction, et le 6, ça correspond à ce qui sort de la fonction, le résultat de notre calcul. Comme vous le savez en mathématiques, on aime bien généraliser les choses, donc prenons un élément quelconque de E que l'on nomme x, et bien comme tout à l'heure, ce x va rentrer dans la fonction f va lui associer son double, autrement dit x plus x, et donc il sort bien 2x de la fonction f. Ainsi, la formule générale de f sera f de x est égal à 2x. Chose importante, ce que l'on a nommé x, on aurait très bien pu l'appeler p ou encore k.
De même, notre fonction f, on aurait pu l'appeler y. On appelle en fait ces variables des variables muettes. Autrement dit, vous pouvez changer les notations sans changer le sens, ce qui n'est pas forcément vrai dans les autres matières scientifiques. Maintenant, un petit peu de vocabulaire. L'ensemble E, on va l'appeler l'ensemble de définition ou l'ensemble de départ, aussi des fois domaine de définition. Et l'ensemble F, on va l'appeler l'ensemble d'arrivée. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, nous avions f de 3 est égal à 6. Alors à partir de cette égalité, on va pouvoir dire que 6 est l'image de 3 par la fonction f et que 3 est l'antécédent de 6 par la fonction f. Alors pour la première phrase, pour vous en souvenir, imaginez f comme un miroir déformant. Si 3 se regarde dans ce miroir déformant, il va voir 6, et pour la deuxième phrase, 3 est l'antécédent de 6 par f, vous pouvez essayer de rapprocher l'idée d'antécédent à l'idée d'ancêtre. Et donc pour avoir 6, il a fallu mettre 3 dans la fonction f. Donc 3 est entre guillemets le père de 6 par la fonction f. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais ces deux moyens mémotechniques pourront peut-être vous aider à vous souvenir de comment marchent ces deux phrases. Et donc voilà comment est-ce qu'on définit proprement une fonction. On définit son ensemble de départ E, son ensemble d'arrivée f, et on dit que à chaque élément x de E, on lui associe f de x. Et donc là, à la place de f de x, on pourra mettre la véritable formule de la fonction. Donc par exemple dans notre exemple, ça sera 2x. Et donc une fonction, c'est toujours un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée et une formule qui lie les éléments des deux ensembles. Donc comme on l'a fait pour le jeu tout à l'heure, on va faire quelques remarques sur ce système que l'on vient de créer avec les fonctions. Première remarque, pour tout élément x de E, son image par f doit exister. Autrement dit, je suis capable d'associer à chaque x son image avec la fonction f. Prenons un exemple où on pourrait avoir un problème. On va prendre la fonction inverse g, qui est donc à chaque x de E lui associe 1 sur x. Imaginons que dans notre ensemble E, nous ayons l'élément 0. Eh bien, ce 0 va passer dans la fonction g, qui va lui associer g de 0. G de 0, c'est 1 sur 0. Problème, en mathématiques, on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc vous voyez que ici, on ne peut pas associer d'image à 0, car en fait la fonction g n'est pas définie en 0. Donc ça veut dire que si je veux travailler avec la fonction inverse g, je ne dois pas avoir de 0 dans mon ensemble de départ. Deuxième point important, donc on a vu que pour tout élément x, son image doit exister, mais en plus, son image doit être unique. Par exemple, quand vous lancez une pièce, vous pouvez avoir pile la première fois et face la deuxième fois. Si je reprends ma fonction f qui à chaque nombre associe son double, quand je calcule l'image de 3, je dois avoir 6 la première fois, je dois avoir 6 la deuxième fois, et je dois avoir 6 tout le temps. Autrement dit, on ne veut pas d'aléa, on veut vraiment qu'à chaque x de E ne corresponde qu'une seule image par f. Continuons, troisième point, un élément y de l'ensemble f peut avoir plusieurs antécédents par ma fonction f. Autrement dit, différents x de mon ensemble E peuvent avoir la même image par f. Prenons un exemple tout simple, la fonction carré. La fonction carré qui à chaque nombre réel va associer son carré. Et bien il se trouve que je vais avoir deux éléments distincts de mon ensemble de départ, à savoir 5 et moins 5, qui vont avoir par ma fonction carré la même image, 25. Donc ici, on n'a que 25 à deux antécédents, 5 et moins 5. Alors ce n'est pas une règle générale, mais c'est quelque chose qu'on peut observer pour différentes fonctions. Maintenant, passons au côté graphique. Donc si on résume, on a vu qu'à chaque élément x de E, la fonction f va lui associer un unique élément, à savoir f de x. Donc en fait, on peut raisonner en termes de couple x, f de x. Et on sait qu'avec une fonction f définie, ce couple sera unique. Et bien la courbe représentative de notre fonction f correspondra à l'ensemble des couples x, f de x. Et cette courbe, on la notera cf. Donc mathématiquement, on la note ainsi. Cf, c'est l'ensemble des points, l'ensemble des couples x, f de x, avec x bien sûr qui appartient à l'ensemble E, auquel cas ma fonction f ne serait pas définie. Voilà, donc maintenant on va tracer une fonction et on va voir que en la construisant, on va en fait revoir tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. On va prendre la fonction suivante qu'on appelle z. La fonction z, elle associe à chaque x de l'intervalle 0,10 sa racine carrée. Donc on rappelle le premier point, pour tout x de l'ensemble de départ, son image par z doit exister. Donc ici il n'y a pas de problème, on travaille avec des nombres positifs, donc leur racine carrée a bien un sens. Deuxième point, l'image doit certes avoir un sens, mais elle doit être en plus unique. Est-ce bien le cas ici? Prenons un exemple, z de 4, vous êtes d'accord pour dire que ça sera la racine carrée de 4. Donc par définition, ça vérifie
z de 4 fois z de 4 est égal à 4. Alors, si on en reste vraiment à cette équation, on a théoriquement deux solutions. Z de 4 peut être égal à 2, en effet 2 fois 2 égale 4, mais z de 4 peut aussi être égal à moins 2. En effet, moins 2 fois moins 2, c'est aussi égal à 4. Donc si on en restait là, on pourrait croire qu'à 4, z lui associe deux images, 2 et moins 2, ce qui violerait finalement la loi d'unicité de l'image. Mais soulignons un point important, on a dit que notre ensemble d'arrivées, c'était R+, autrement dit, les réels positifs. Donc z de 4 ne peut pas être égal à moins 2, autrement dit, il ne nous reste plus que z de 4 est égal à 2. Et on a bien unicité de l'image. Donc on a pris l'exemple avec x égale 4, mais on pourrait le faire avec n'importe quel point de l'intervalle. À présent, construisons notre fonction. Prenons différentes valeurs de x et calculons leurs images par z. Alors quand x vaut 0, z de 0 c'est la racine carrée de 0, autrement dit 0. Quand x vaut 4, z de 4 c'est la racine carrée de 4, ça vaudra 2. Quand x vaut 9, z de 9 c'est égal à 3. Et donc on continue, quand x vaut 100, z de 100 ça vaudra... Ah, alors si vous avez répondu 10, vous êtes tombé dans le piège. Parce que, attention, la racine carrée de 100 existe, et elle est bien égale à 10, cependant, z de 100 n'existe pas. Pourquoi? Car z est défini pour tous les x entre 0 et 10. Et donc z de 100 n'a en réalité aucun sens. C'était un piège, et ça nous montre ici l'importance de l'ensemble de départ que l'on définit au début de notre exercice. Donc on voit qu'avec notre exercice, on peut former les premiers couples x, f de x, et on a ici trois couples, 0, 0, 4, 2, 9, 3. Voilà, et donc ici ce sont trois couples parmi une infinité. On peut aussi ajouter par exemple 1, 1. Nous allons à présent tracer le graphique. Pour ce faire, nous travaillons dans ce qu'on appelle un repère cartésien. On a un axe horizontal qu'on appelle l'axe des abscisses et un axe vertical qu'on appelle l'axe des ordonnées. On va à présent placer nos différents couples, nos différents points au sein de ce graphique. Prenons 4, 2. Le 4 correspond au x. On va donc chercher le 4 sur l'axe des abscisses que l'on voit ici, et l'on trace un trait vertical. Le 2 cette fois-ci se rapporte plutôt au z de x, et donc on va aller le chercher sur l'axe des ordonnées, que l'on voit ici, et on trace un trait horizontal. Et bien notre point 4, 2 se situe à l'intersection des deux droites, que l'on voit ici. Même chose, et on recommence l'exercice pour par exemple le couple 9, 3, le 9 concerne le x, on le trouve sur l'axe des abscisses, on fait notre trait, le 3 concerne le z de x, on va le chercher sur l'axe des ordonnées, on trace à nouveau le trait, et à l'intersection nous trouverons notre point 9, 3. Et on réitère l'exercice pour les autres couples que l'on avait trouvés tout à l'heure. Voilà, donc on a commencé avec seulement 4 points, et par ordinateur on continue l'exercice et qui va nous calculer des milliers d'autres points, ce qui nous permet au final d'obtenir cette courbe représentative de la fonction z que l'on note c de z. Donc voici la représentation graphique de votre fonction z sur l'intervalle 0,10. Voilà chers amis pour ces premiers pas dans le monde très intéressant des fonctions. J'espère que la vidéo était claire et qu'elle vous a plu, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.